force de sa beauté, ça ne l'intéresse pas. Actrice anglaise inclassable, Charlotte Rampling est une énigme qui joue avec son image et ses identités multiples. Elle se voile sous une apparente impassibilité. En réalité, son goût pour le mystère, la provocation, le danger, trahit un drame intime. Elle sera sauvée par le cinéma et se reconstruira à travers les rôles qui font écho à sa vie. En se confrontant à ses images, à ses souvenirs et aux fragments de son journal intime, elle retrace son parcours initiatique, un voyage intérieur qui ne tient qu'à un fil. Son histoire commence avec insolence et beauté. Charlotte Rampling fait irruption dans le cinéma avec le film anglais The Knack, une comédie excentrique et irrévérencieuse. Rien ne peut résister à sa fougue, ni à sa témérité. En 2 temps, 3 mouvements, je me retrouve sur le plateau de ce film, recouverte d'une combinaison de plongeurs, prête à me jeter à l'eau, au propre comme au figuré. J'avais 19 ans. Je me souviens très bien de Richard. C'était un Américain très fantaisiste, très drôle, très... c'était mon premier metteur en scène, donc je ne savais pas ce que c'était un metteur en scène à l'époque, mais... I was free floating, comme on dit. J'étais vraiment une fille de mon époque. C'est pour ça que j'étais en fait choisie dans la rue, comme ça, on m'arrête, comme ça, vous voulez faire un film, ok, why not, yeah. Tu fais du ski nautique, je savais que je l'avais fait 2 fois, ouais, je fais du ski nautique, ouais, très bien. Ce devait être comme dans un conte de fées, sans épreuve ni adversité. Charlotte Rampling quitte sa famille et sa maison de Westwood pour se plonger dans le swinging London des 60s. Heureuse, incandescente, comment imaginer que ces instants de grâce et d'innocence seront bientôt anéantis? Londres dansait. Je me suis fait photographier. Et ça a marché tout de suite. Être regardé, ça me plaisait. Je suis arrivée par hasard sur les plateaux de cinéma. C'est un non-choix. Un non-choix qui l'a conduit pourtant à interpréter Meredith dans Georgie Girl. Face à une héroïne pleine de cœur et de morale, Charlotte Rampling joue un personnage provoquant et iconoclaste, assailli par ses désirs. Elle a le mauvais rôle. Mais l'éclat de sa beauté emporte tout. Enough of that. Oh. I'm bored. Bored living with Georgie. I think we ought to get married. We don't fight, we love it in bed, and well, that's about it, really. Meredith, elle a mon esprit à l'époque, de vouloir être qui elle est, être surtout qui on est, et faire ce qu'on veut, et en fait s'en foutre du monde entier. Les gens m'ont identifié à cette image. Je leur faisais très peur. Cela a exclu les rôles de gentille fille. J'ai une rébellion très forte en moi qui m'a permis de survivre. C'est ça mon moteur. Dès l'enfance, ça brûlait en moi. Ça, c'est ma mère qui était peintre. Elle a un regard d'artiste et elle faisait des albums sublimes de ma sœur et moi. Charlotte Rampling est née au lendemain de la Seconde Guerre mondiale dans une famille de la bourgeoisie anglaise. Enfant, elle souffre de l'absence de sa mère, qui cherche à se distraire de l'austérité de son mari, le colonel Godfrey Rampling. Le père de Charlotte rêvait d'entrer dans la Royal Air Force. Son souffle jugé trop faible, il s'engage dans l'armée de terre et s'entraîne à courir. À 27 ans,
Il est sélectionné aux Jeux Olympiques de Berlin et devient l'un des dieux du stade dans le documentaire de Leni Riefenstahl qui célèbre la propagande nazie. Der Außenbahn läuft als erster in der Staffelmannschaft Großbritanniens Wolf. Vollständig ausgeruht stürmt der Amerikaner Young ihm nach, liegt hinter ihm. Im gleichen Augenblick aber kommt der Engländer, kommt Hempling. In einem einzigen Ansturm geht er an beiden vorbei. Wechsel! Roberts fliegt mit dem Stab davon. Erster, England. Zweiter, Amerika. Dritter, Deutschland. Mon père ne parlait jamais de ça. C'était un homme qui avait un monde secret à lui. C'est un homme assez torturé, je pense, avec le mal de vivre. C'est la vie militaire codifiée. La discipline règne. Je me plie aux ordres qui n'ont aucun sens. À 9 ans, j'arrive en France. Je ne comprends pas un mot de français. Je suis scolarisée chez les religieuses. J'ai vécu une année complète de silence. Parler, c'est difficile. Chez les Rampling, le cœur est un coffre. Nous déménageons beaucoup. Dans ces conditions, Sarah est ma seule grande amie. J'étais envoyée par mes parents pour être avec elle, pour la protéger. J'étais fière. En la regardant, je regardais l'action, avec une réserve, une distance par rapport à la vie. Là, c'est la Croix-Valmer, c'est nos premières vacances. C'était des très beaux souvenirs, là. Et voilà, on est en train d'éclore. Ça, c'est Sarah, à nouveau. C'est un de ses grands jobs où elle était Miss Harp Lager. C'était une marque très connue de bière. Ce photo est très mignon, avec tous les hommes autour. Avec son boyfriend, qui était photographe. J'ai l'impression qu'elle est devenue princesse dans la nuit. On fait un smoking concert dans un vieux pub avec ma sœur. On chante des chansons avec béret et barésie. Je suis sidérée par mes sensations. Mon père a dit « Tu ne chanteras pas ». L'enchantement prend fin un jour de février 1967. À 21 ans, Charlotte Rampling doit affronter un traumatisme majeur, la matrice mortifère de toute son existence. Sa sœur Sarah, de 3 ans son aînée, s'est mariée en Argentine à un éleveur fortuné. Elle accouche d'un fils et se suicide un mois plus tard. Les Rampling sont prévenus le soir de son enterrement. Charlotte ne se rendra jamais sur sa tombe. Tout s'en est allé avec Sarah. Ma vie était cassée en 1000 morceaux. Ma mère reste inconsolable. J'avais perdu les 2 femmes de ma vie. Je cherche l'enfance, le poème de l'enfance. J'ai pris la fuite et je suis devenue une étrangère parmi les inconnus. La baronessa von Essenbeck. Le cinéma n'offre plus un espace de jeu, mais de survie. Charlotte trouve refuge sur le plateau des damnés de Lucchino Visconti. Anéantie, elle doit mobiliser toutes ses forces pour se confronter à des icônes du 7e art. La Suédoise Ingrid Thulin, l'Anglais Dirk Bogarde, Helmut Berger, l'Autrichien. Consumée par la disparition de sa sœur, elle prend appui sur l'énergie de son personnage qui lutte pour sauver sa peau. Le film retrace l'histoire crépusculaire d'une riche famille d'industriels allemands compromise avec le nazisme. Je ne savais pas qui était Visconti. J'ai 22 ans, j'ai lu le scénario, je n'avais rien compris. Regardez-moi, je ne suis pas le personnage. Visconti a balayé mon objection en faisant un mouvement devant les yeux, de manière à cadrer mon regard. Il m'a dit « Vous l'avez là. Ce regard, vous l'aurez toujours. Vous avez en vous ce que je veux. Il faut tout me donner. »
Il a vu ce qui allait être son histoire. Une fragilité immédiate, mais en même temps une sorte de densité intérieure extrêmement forte. Et il a tout de suite vu qu'il avait affaire à quelqu'un qui démentait son apparence. Et il a laissé d'une certaine façon parler ses yeux. Cet homme qui aimait les femmes passionnément a vu, comme il a vu dans Romy Schneider, comme il a vu cette capacité de voir quel peut être le génie dramatique d'une actrice. Et là, il a trouvé quelque chose chez elle. Je me suis dit qu'il fallait utiliser ce drame. Je dois survivre. Je n'avais plus que moi pour dialoguer dans la vie. Avec le cinéma, je pouvais plonger dans quelque chose de vrai, une réponse visuelle dans cette matière noire. Is someone forcing you to leave? No. No, they're stopping me. Who is stopping you, Mrs. Talman, Elizabeth Talman. Perhaps you mean to insinuate. Answer. Don't be afraid. Il y a une scène bouleversante où elle essaie d'expliquer à Ingrid Thulin l'urgence de sa situation, l'obligation qu'elle est de fuir. Et Ingrid Thulin, qui est un vrai monstre, la regarde comme une proie. Herbert still deludes himself. I don't anymore. You never believed it. So why? Why keep us here? Je suis très intimidée. Je ne vais pas arriver. Visconti me dit, donnez-moi cette scène. Pas pour la caméra, mais pour moi. Je ne lâcherai pas. Son visage souriant masque la déflagration. Elle est ce pantin désarticulé qui tente de marcher droit. Dans le personnage, en fait, par rapport à ce qui se passait en moi après la mort de ma sœur, on devient presque surpuissant en disant « il faut que je continue, il faut que… » pour toutes sortes de raisons. Et à l'intérieur de ce rôle, je pouvais libérer cette extrême vulnérabilité, parce qu'on ne peut pas être plus vulnérable que devant le suicide d'une sœur. Ce film-là a pu être une sacerdoce d'une certaine façon. Est-ce que Visconti est sensible à cette tragédie muette qu'elle porte? Il cherche chez elle sûrement à la fois cette combinaison de beauté extrême et de profondeur douloureuse. C'est une sorte de présence fantomatique du chagrin. Dans ce chef-d'œuvre, Luchino Visconti révèle l'actrice à elle-même. Le mystère Rampling est à l'œuvre, alliant timidité et audace, la force de sa présence avec le vertige de son absence. Depuis le Swinging London, son regard transparent a changé. On n'y décèle plus un appétit de vivre. On y voit vaciller un monde. C'est Dirk Bogarde qui m'a contacté pour Night Porter. Il avait aimé le scénario, il manquait la fille. Je suis allé à Rome rencontrer Liliana Cavani avec lui et nous nous sommes lancés sans un sou. Charlotte Rampling ignore encore que sa descente aux enfers ne fait que commencer. Elle se brûle les ailes dans la vie comme au cinéma. Puisque chaque jour, le poids de sa douleur grandit, elle choisit d'exorciser ses démons par le scandale. Portier de nuit évoque la relation passionnelle et sadomasochiste entre un bourreau SS, incarné par Dirk Bogarde, et sa victime déportée, qui se rejoue des années plus tard. Vous avez ça sur mon visage. Le passé que vous allez voir dans le film, quand on est dans un camp de concentration, etc., ben, c'est ce qu'elle revoit là. Donc je le revoyais. On vivait vraiment avec les images parce que les scènes étaient réelles. Donc on a reconstruit les scènes des camps de concentration, sur les lits, avec tous les personnages qui étaient nus dans une pièce. Donc c'était pas difficile de rentrer dans la vérité du sujet. On était là dans les scènes, même là où je suis nu, il me fait comme un petit oiseau qu'il essaye d'attraper avec son gun. C'était dans une pièce qui n'était même pas construite. On a trouvé un vieil endroit ruiné. Donc tout ça, c'était du vrai. Donc c'était un tournage très visuel. Mettre en scène l'érotisme d'une relation sadomasochiste au cœur du système concentrationnaire apparaît particulièrement subversif. Charlotte est sans repère et s'enfonce terrifiée dans les ténèbres de l'âme humaine. Dans ce film,
Elle joue sur une variété de personnages absolument extraordinaires. Il y a d'une part la femme du chef d'orchestre, très mondanité, en même temps sobre, un peu retenue. Il y a cette adolescente que Dirk Bogarde prélève comme ça pour se livrer avec elle à une sorte de sarabande sadomasochiste très étonnante dans un camp de concentration. Et là, elle est voûtée, elle est tremblotante. Et Dirk Bogarde la filme avec sa petite caméra, comme ça, avec un regard de boa qui s'apprête à la dévorer et en faire sa proie. Là, on a véritablement dans ce film le déploiement de tout son éventail de génie dramatique. La fragilité, une certaine forme de conformisme social intelligent, très pondéré, très conscient de soi, et puis des moments de le trou noir. Je ne savais pas ce que je faisais. Je savais que je devais faire ce film. J'ai exorcisé mes démons dans ce film. Mon fils avait 2 mois. Je pouvais profiter de la maternité. Au lieu de ça, je fais le film. Barnaby. Barnaby James Southcombe. On lance le paquet. Mariée depuis 1 an à Brian Southcombe, un acteur néo-zélandais dont elle divorcera 3 années plus tard, comment la jeune Charlotte a-t-elle pu assumer la violence d'un tel film, un enfant dans les bras? C'est le désir qui explique tout. Si vous êtes là et vous avez votre bébé de 3 mois et vous êtes chez vous et vous lisez un scénario et ce scénario vous appelle et son appel est plus fort que tout, et ça c'est le désir. C'est peut-être aussi une attirance pour le personnage qui fait écho à son propre cauchemar. Dirk Bogarde, bouleversé par sa détresse, l'accompagne et la soutient. Dirk Bogarde, c'était mon vrai ami, parce que j'avais la sensation à cette époque d'avoir coupé tout. C'était mon premier ami dans ma vie adulte, peut-être presque, ma vie de grande fille. C'était Dirk. Tired and I'm hungry. Charlotte Rampling demande à la cinéaste Liliana Cavani d'interrompre la seconde prise de cette scène où Dirk Bogarde la frappe réellement. Les traces roses laissées par la gifle sur la joue de l'actrice attestent de cette violence. On ne peut pas faire une scène qui n'est pas authentique dans un film qui est basé sur la violence et sur la compréhension aussi de la violence. Si on ne va pas dedans, parce qu'on va mourir avec ça, on va mourir avec cette sensation. Il m'a initié à la violence, il m'a initié avec la violence, avec tendresse. Le personnage que joue Dirk Bogarde ouvre en elle les portes de la nuit. Immédiatement là, elle atteint d'une certaine façon les confins d'un certain type de cinéma. Et donc elle montre qu'elle est, dès les débuts de sa carrière, en capacité de s'aventurer dans ces régions-là. Raconter cette histoire tellement sulfureuse-là, s'en emparer quand on est une femme, jouer avec ce sujet extrêmement tabou et avec des acteurs en plus aussi prestigieux, tout ça, ça a un impact très fort qui est comparable à celui du Dernier Tango à Paris de Bertolucci, qui est un film à peu près contemporain. C'est là que apparaît cette caractéristique très fascinante chez elle, qui est ce regard de défi et ce refus de chercher à plaire. Je ne sais pas comment sort Laurent. Lucia est toujours en moi quand je vois ces extraits. Et je suis complètement bouleversée. Donc, on ne peut pas nécessairement évicter nos personnages.
La photographie de Rampling, le torse nu, portant bretelles et casquette nazie, fait le tour du monde. Alors que le film devient culte en France, il suscite le rejet d'une partie de la critique et des institutions. Il fait scandale en Allemagne, est classé X en Italie et suscite les réactions les plus virulentes aux États-Unis. Qui c'est? C'est la fille de l'orchidée. Vous la reconnaissez? C'est ma cousine. Je cherchais autre chose pour calmer mes angoisses. J'étais prisonnière de la vie. Seule la fuite pouvait la libérer. À quoi bon fuir lorsque le malheur est à l'intérieur de soi? Pourquoi dit-on partout que je suis malade? Je sais pas. Charlotte Rampling s'identifie à un personnage hors cadre et rejoue son propre enfermement. Dans son premier film, le metteur en scène Patrice Chéreau lui offre le rôle d'une jeune héritière séquestrée par sa propre famille dans un asile dont elle s'échappe. Vous aussi, on vous cherche. Oui. Traquée, elle se défend de ses agresseurs en leur arrachant les yeux. À l'image de son personnage, Charlotte, toujours hantée par l'incompréhension du geste de sa sœur et l'impossibilité de le réparer, incarne cette puissance perturbatrice qui flirte avec la folie. Et c'est une folie très intérieure parce que la fille ne sait pas si vraiment elle est folle ou c'est la situation qui l'a rendue folle. Pourquoi ils me détestent tous? Pourquoi suis-je toujours enfermée? Ça, c'est vraiment moi aussi. Parce que moi, j'ai soi-disant été dans les délires des formes de maladie mentale. Mais c'était pas sage pour devenir autre. Avec ce film, se constitue de manière frontale, évidente et définitive le personnage de la tragédienne Rampling. Parce que ce geste des yeux arrachés, c'est le geste tragique. C'est Oedipe. Vous avez raison de m'enfermer? Non. Je vous expliquerai un jour. Il y avait toujours les pompiers qui nous suivaient pour mettre la pluie sur tout. On avait froid, c'était l'été. La rencontre avec Chéreau était magique. Il n'y a pas de cadrage, on était jetés dans la scène avec la plus grande énergie vibrante. Il fallait creuser à l'intérieur de soi. Il expliquait peu de choses. Il créait la scène et vous jetez dedans, en mouvement tout le temps. L'énergie de la fuite lui permet de quitter le monde des ombres pour se reconstruire. Tout est devenu clair pour moi. J'ai envie de me battre. Surtout maintenant. Et on peut dire, bah, elle va jamais réparer. On ne répare pas ça, regardez, c'est pas vrai. Pour certains, on répare. Toute sa vie, c'est ça, c'est de combattre cette tentation de la folie. Mais la menace de la folie, c'est quelqu'un, c'est une grande actrice de la menace. Okay, Dragon Lady. Who's next? C'était un rôle de vamp. Je faisais une sorte de Lauren Bacall, revue et corrigée. Un beau rôle. Une grande rencontre avec Mitchum aussi. Il m'a invité dans sa caravane. On a parlé pendant des heures. La plupart du temps, il ne pouvait pas parler tellement il buvait. Hollywood. Charlotte Rampling a décidé de fuir l'Angleterre et sa douleur pour Los Angeles. Hello. Elle tourne résolument le dos à son éducation protestante, au rigorisme du monde militaire, en jouant désormais le rôle d'une femme fatale. Son pouvoir de séduction lui donnerait-il une emprise nouvelle sur le monde? Et quel monde! Elle partage l'affiche avec un mythe vivant, Robert Mitchum. Her hair was the color of gold in old paintings. She had a full set of curves which nobody had been able to improve on. She was giving me the kind of look I could feel in my hip pocket. C'est un film musée un peu. Mitchum joue son rôle de Mitchum. Il ne joue pas un personnage, il joue Mitchum. Et Rampling arrive là-dedans un petit peu dans cette problématique qui est un cinéma où on réfléchit au cinéma. J'ai fantasmé sur ce cinéma américain de Bogart, Bacall, un peu gangster, un peu private detective, avec une vraie ambiance.
Donc je pensais que j'allais me mettre comme un poisson dans l'eau, mais pas vraiment. J'étais à ma place, mais sans être à ma place. Oh, it's too late. He's finished. Swallow, no. Stay close to me, inside my aura. L'embrasement aura lieu sur grand écran avec un autre séducteur, l'irrésistible Sean Connery. Après le polar américain, Charlotte s'essaie dans un genre nouveau, la science-fiction. Zardoz tisse le récit improbable d'une communauté hippie qui cherche à sauver l'humanité. L'actrice plonge dans les joies de l'utopie à sa manière, en semant le trouble. Alors que le personnage de Sean Connery subit un test de virilité en étant soumis à des images pornographiques, rien ne se passe. Et face à Consuela? Pendant le tournage, pendant la scène, là, il y avait quelque chose de réjouissant de jouer ça. Une forme de magnétisme. Je disais, tiens, il y a quelque chose qui marche là. Si j'étais belle, très bien. J'y pensais pas, j'écoutais pas, ça me concernait pas. Donc quand on est appelé à faire un rôle comme Consuela, où ça doit vraiment jouer, ben, ça ressort. Consuela. Consuela était pas très loin de moi, parce que j'ai découvert ce qui était toujours là dans ma construction de ma personnalité, une certaine autorité intérieure, que je pouvais être une forme de chef guerrière. Destroy it. En dépit du succès qu'elle remporte, Charlotte Rampling supporte mal la violence de la société américaine. La promesse d'un nouveau départ s'éloigne. Hollywood était drogué à mort. J'ai trouvé une violence, une vie terrible. Je cherchais une certaine qualité de rôle et je n'ai pas trouvé. C'était pas mon pays, je n'avais rien à voir avec ce pays. J'avais personne, j'avais des amis, mais j'avais personne qui pouvait servir comme abri aussi ou qui pouvait me protéger. J'avais besoin vraiment de protection à cette époque-là. Charlotte se dévoile pourtant en une des magazines de mode dans des attitudes glamour, provocantes, parfois nues, transgressant le tabou paternel. Elle rentre en Europe où elle est reçue comme une star internationale et pose pour les plus grands photographes. L'univers de photographes comme C.F. ou Newton est un univers fantasmatique dans lequel je suis entrée en acceptant qu'il voit une part de mon âme. Une image fixe est plus impudique parce qu'on peut prendre tout le temps pour la regarder. Le regard et la détresse sont là pour toujours. J'essaie de rattraper mon père, là. Elle a cette incroyable liberté dans son parcours qui fait qu'elle n'appartient à aucun système, elle n'appartient à personne. Et cette liberté-là, finalement, c'est ce qui la caractérise le plus. Le photographe Jacques-Henri Lartigue lui offre un appareil photo. Elle s'en saisit pour inaugurer une œuvre personnelle. Elle trouve enfin un espace où poser son regard. Là, c'est la Chine comme elle était, la Chine ancienne. Ça, c'est le tai chi qui faisait tous les matins sur la rivière, qu'on voyait de l'hôtel. Tout le long, il y avait des centaines de personnes qui le faisaient en unisson. C'était vraiment très beau. Là, c'est l'Amérique, Austin, Texas. Je tournais un film, là. Je me promenais un petit peu partout, Austin. Et je prenais ce que je voyais qui m'intéressait.
Ça, c'est pour le tournage de Taxi Mauve, en Irlande. Barnum est vraiment un enfant de là-bas. Il venait tout le temps avec moi au début. Maintenant, rien ne me manque plus. Pour combien de temps? Un jour, une heure. Après une décennie durant laquelle Charlotte a lutté contre son désespoir, son errance prend fin. Elle s'installe définitivement en France, où le film Un taxi mauve d'Yves Boisset marque son premier grand succès. Nous passons la frontière. Je crois que je garderai toujours le souvenir de ce que nous laissons derrière ces rideaux de pluie. Le public aime cette Anglaise magnétique, à la beauté éclatante. Charlotte est pleine de vie et joue le rôle d'une femme qui n'est plus tourmentée. Elle est enfin heureuse. D'ailleurs, je suis enceinte de David, là, pendant le film. Elle a rencontré l'homme de sa vie, le compositeur Jean-Michel Jarre, dont l'album Oxygène vient de sortir. Et la petite Amélie derrière. Mère de famille avec ses 3 terreurs, oui. La famille recomposée achète une maison en banlieue parisienne. Charlotte Rampling a trouvé un équilibre entre sa vie privée et le cinéma. Vous tournez beaucoup moins que d'autres comédiens. Quels sont les critères que vous recherchez avant d'accepter un rôle? Ça dépend comment je me sens au moment donné. Comme on peut changer beaucoup dans une vie et un acteur a seulement son propre intérieur, son propre âme, son propre physique. C'est en fonction de ce que je sens à un moment donné. Et en ce moment, qu'est-ce que vous aimeriez tourner? De l'humour. Hey, I'm crazy about you. Don't even know who I am. Charlotte Rampling explore dans Stardust Memories un nouveau type de rôle. Elle se risque à présent dans la comédie, l'humour et l'autodérision. Est-elle parvenue à s'extraire de sa nuit intérieure? Dans son film, Woody Allen met en scène un personnage de cinéaste qui traverse une crise existentielle. J'ai rencontré Woody Allen à Paris et il dit « Do you want to be my perfect woman ?» Donc je dis « Wow, oui, ça a l'air intriguant comme demande. » Donc il me donne le scénario et voilà, je deviens son perfect woman. No, it wasn't perfect, his ideal woman. You were searching for the perfect woman. You wound up falling in love with me. Donc on avait un very flirtatious relationship. Platonique, of course. Woody Allen la filme comme un objet de fantasme, ou en tout cas comme une incarnation absolue de la beauté. C'est ce visage-là. Et il y a d'ailleurs une scène qui fait directement écho où il dit « And for one brief moment, everything just seemed to come together perfectly, and I felt happy. Almost indestructible in a way. It's funny, that simple little moment of contact moved me in a very, very profound way. » Charlotte a-t-elle désormais confiance en elle et en son destin? Sa métamorphose est visible à l'écran. Elle maîtrise son image en imposant une part de mystère. C'est en effet la première fois et peut-être une des seules fois où elle joue un rôle aussi classique d'icône féminine, sans ce double niveau, même s'il y a quand même l'autre visage du personnage qui est que c'est une femme insatisfaite, une femme autodestructrice, une femme compliquée. Je pense que l'imaginaire et le fantasme sont des choses qu'un acteur cultive parce qu'il est appelé à les interpréter. C'est notre jardin secret. C'est ce que j'ai fait toute ma vie, j'imagine. Le rapport avec Woody a été immédiat et instantané. Un même sens de l'humour. Il était terrifié par le noir. Alors le matin à New York, lorsque nous prenons le tunnel, il me demandait de le serrer fort dans ses bras. Successful Boston lawyer. He's drunk, disillusioned, and down to his last client.
Paul Newman heads an all-star ensemble cast in The Verdict. Contrairement à Woody Allen, Charlotte n'est plus terrifiée par les ténèbres. Elle n'a plus peur de rien, ni de Sidney Lumet, le mythique réalisateur hollywoodien du polar juridique, ni de Paul Newman. Se retrouver à l'écran face à Paul Newman, surtout qui porte avec lui toute la mythologie de l'acteur studio, ça fait rentrer Charlotte Rampling dans une autre dimension du cinéma, d'autant que c'est quelqu'un qui n'avait pas de formation théâtrale, qui a appris sur les plateaux. C'était surtout la rencontre avec Newman qui était très belle. C'est vraiment un bel homme, sensible, touchant, très timide. L'opposé de Mitchum. Le personnage incarné par l'actrice apparaît peu à l'image. Charlotte a accepté un rôle où elle écoute et se tait. Comme si sa douleur avait cessé de crier. J'ai dit à Lumet, où est le rôle? Une apparence silencieuse? Sidney Lumet m'a répondu, il faut que quelqu'un comme vous instaure une vraie ambiance. Tout le bistrot hurlait de joie. Un jour, j'en suis sûr, cet abruti me tuera, vous verrez. Bonjour. Elle arrive, immédiatement, vous avez un personnage qui est comme une sorte de plante carnivore, qui se plante au cœur du décor, puisqu'il est blanc. Et le personnage qu'elle crée est immédiatement présent. Je veux dire, là, on a la très grande actrice de film noir. Qu'est-ce que vous faites là? On a la femme fatale instantanément. Parce qu'elle n'a pas obtenu la réponse à la question qui se pose à elle depuis le début, c'est-à-dire une question sur la noirceur de l'âme humaine, sur la souffrance intérieure et tout ça. Et chaque film est une tentative d'apporter, je ne dis pas la réponse, mais un peu plus de précision, un peu plus d'approfondissement à ce questionnement. Je sais. Ne me dites pas que vous l'avez rêvé. Non. Alors comment le savez-vous? Parce que c'est moi qui l'ai tué. Et là, effectivement, c'est par des personnages sombres qu'on arrive à mieux connaître cette nuit intérieure et à connaître la sienne. Charlotte Rampling poursuit sa quête existentielle en pénétrant l'univers d'un polar glacé et dépressif de Jacques Deray. En acceptant un rôle aussi vénéneux, elle prend le risque d'altérer son image. Face à l'inspecteur Robert Staniland, alias Michel Serrault, Charlotte joue le rôle de la perverse Barbara Spack. Il me semblait naturel de jouer ce rôle. Ce personnage m'a semblé extraordinaire. Donc il y a ce mélange de nymphomanie, de demi-mondaine qui vit peut-être de pratiques de chantage, d'héroïne incestueuse. Tout ça fait qu'on a un grand personnage érotique, mais un érotisme, je dirais à la Rampling, c'est-à-dire un érotisme noir, un érotisme shakespearien. Il y avait une relation très intéressante que j'avais avec Serrault, parce qu'il est censé ne pas aimer les femmes trop, ou les mépriser un peu. Et donc comme j'ai su ça avant, j'ai dit tiens, ça c'est un joli travail. Et en fait, on est devenus très amis. Je l'ai pris comme un jouet, mais dans le bon sens du terme. Comment jouer avec Michel Serrault. Ce film pourrait être également un documentaire sur Charlotte Rampling. Son personnage s'inspire de sa propre vie et de son rapport intime à la photographie. Quand elle rentre dans l'atelier de Jean-Loup Sereine et qu'elle lui dit bonjour, bon, il est évident qu'elle a vécu ces scènes-là avec Jean-Loup Sieffre. Charlotte continue de poser pour les plus grands photographes. Quel regard porte-t-elle sur ses identités multiples? Comme dans un jeu de miroir, éprouve-t-elle le besoin de figer les facettes de son visage, tandis que celui de sa sœur s'efface avec le temps? Pour moi, c'était vital. Je voulais ça. Je voulais qu'on me photographie. Je voulais que la photographie accompagne mon travail du cinéma. Audiard, au départ, était un peu, pas inquiet ni intimidé, c'était pas le genre, mais un peu intrigué et un peu curieux de savoir comment il allait sortir de la situation, faire parler Charlotte Rampling. Quels échanges une actrice sophistiquée peut-elle entretenir avec un dialoguiste gouailleur et irrévérencieux? Par sa beauté hypnotique, elle déstabilise Michel Audiard, pourtant au sommet de son art. Et j'étais envoyée, frapper à sa porte. Ici, c'est Barbara, je peux vous aider? Qu'est-ce qu'elle oserait dire, cette femme, en balançant des mots comme ça? Parce qu'elle balance tout le temps.
Il était très focused, très... et un peu gêné, je pense, de m'avoir là en train de... Je sais pas, c'était un peu, pas bizarre, mais un peu étrange comme situation. Maintenant, je vais te dire une chose importante. J'ai horreur qu'on me pose des questions. J'ai horreur du bord de la mer. Et encore plus horreur de me balader avec un flic qui me pose des questions au bord de la mer. Et puis t'es vieux. Puis t'es moche. Puis t'es con. « 1986, Max, mon amour. C'est le plus beau scénario que j'ai lu de ma vie. Il avait une vraie poésie. C'était le dernier des tabous, je me suis dit. Bon, je vais aller jusqu'au bout. Où sont vos vêtements? Habillez-vous, s'il vous plaît, et bavardons un peu. Where's he from? Charlotte Rampling interprète dans cette fable tragicomique une femme de diplomate britannique affranchie et extravagante. Elle ose la transgression ultime. Quelle actrice accepterait un singe pour partenaire? Est-ce dangereux pour mon image? Avoir un singe n'a rien changé dans les rapports de travail. Nous étions très proches. C'est drôle comme j'ai dit ça. Travailler avec Nagisa Oshima, le réalisateur de l'Empire des Sens, implique une mise en danger permanente. Charlotte ne cesse de repousser ses limites. Oshima le devine et lui écrit « Il n'existe pas un homme sur terre qui ait la force de consoler la tristesse d'un ange. » Il y a une volonté de transgression sociale qui est extraordinaire. On est dans un milieu quand même de haute bourgeoisie diplomatique où règne le Kant, c'est-à-dire une espèce d'art de vivre et de manière de se tenir, comme ça, quelque chose de très policé. Et brusquement, au cœur de ça, mais on a une sorte d'aberration qui se pense, qui est des amours zoophiles. Oui, en effet. Moi, j'ai bien aimé jouer avec Max. J'ai adoré, parce que premièrement, il ne parle pas. Non, Max. Mais il est toujours comme ça? Et puis, il y a une tendresse qu'on a, je pense, de toute façon pour les animaux. Et les chimpanzés sont si près de l'être humain qu'il y a quand même une frontière très intrigante. Max. Oshima ne parlait pas. Aucune instruction. Une prise, une seule prise. Parfois, on entend des hurlements. On devait être discipliné. J'ai demandé à Oshima comment il voyait le rôle de Margaret. Et il répondait: je ne sais pas. C'est vous qui allez me montrer. Il y a le saut dans le vide. Parce que la vraie question, c'est la question du vide. Qu'est-ce qu'il y a dans le vide? Qu'est-ce qu'il y a là? Et puis en même temps, comment vais-je arriver à ne pas être avalé par le vide? Je ne peux pas fabriquer mon personnage. Si je joue une seconde avec le conscient, je suis fausse. C'est l'inconscient qui travaille. Et pour moi, chaque fois, c'est la première fois. On voit beaucoup dans ce film La Patte de Jean-Claude Carrière, qui était le scénariste fétiche de Buñuel et qui était très féru de surréalisme. Et Charlotte Rampling, elle se prête au jeu avec beaucoup de plaisir. Enfin, on sent qu'elle s'amuse énormément dans ce film. Et que toute cette charge un peu de scandale qu'elle a accumulée depuis Portier de nuit, enfin qui l'accompagne presque malgré elle à cause de Portier de nuit, trouve ici son revers comique. En jouant avec son image et en multipliant ses rôles de femme fatale, tragique, idéale, iconoclaste, Charlotte a-t-elle mis en danger sa propre identité? Je regarde dans le miroir. Je regarde une femme que je ne reconnais pas. Un visage mosaïque.
Des pièces détachées, choisies au hasard. Réorganisées pour former un visage. Plonge en moi et tu ne verras pas ce que je vois. Dans les années 90, l'actrice s'absente pendant 10 ans des écrans de cinéma. Elle refuse de parler à la presse depuis que sa séparation avec Jean-Michel Jarre a été surmédiatisée. L'édifice qu'elle avait construit se fissure. Elle doit désormais continuer seule sa quête existentielle. Je viens du néant. Je suis hantée par l'irréparable. Les images s'effacent au fur et à mesure du temps. Une impression indéfinie de vivre dans mon absence. J'arrête. J'arrête tout. Que le monde s'arrête. Je veux descendre. Des journées, des semaines entières enfermées. Dialogue arrêté. Extérieur exclu. Derrière la lumière, il y a l'ombre Rampling. Charlotte explore ailleurs, dans la peinture. Elle dessine un unique modèle, celui d'une femme dont on perçoit seulement la silhouette, recouverte de fusains noirs. Toujours à la recherche de sa sœur, elle se prépare sans le savoir à affronter l'apogée de sa carrière. J'ai compris en tournant qu'il y avait une harmonie entre ce que je faisais et ce que j'étais. J'avais l'impression d'avoir déjà vécu ça. Sa rencontre déterminante avec le cinéaste François Ozon permet à Charlotte d'affronter à l'écran le sujet qui la hante depuis plus de 30 ans, la disparition. Sous le sable raconte l'histoire d'une femme dont le mari s'évapore mystérieusement dans l'océan. Dans un deuil impossible, elle continue de vivre avec son fantôme. Quand je joue, le moment est absolument vécu avec tout ce que j'ai. C'est comme une fusion que l'on a avec un personnage. Vous rentrez littéralement dedans, comme un fantôme. Vous l'habitez et vous l'interprétez. Je vous appelle car nous avons retrouvé un corps qui pourrait correspondre à celui de votre mari. Est-ce que vous pourriez nous rappeler, s'il vous plaît, de toute urgence au 07? Je sais qu'à l'intérieur de ce film, il y a des choses qui me bouleversent. L'histoire d'un deuil qui ne se fait pas, mais au fur et à mesure de la vie, j'arrive à faire sous le sable. Jean? Tu es là? Sous le sable est la dernière étape de son voyage intérieur. Elle ne joue plus à être une autre. Pour ce rôle, François Ozon m'a dit « Je veux que vous soyez une femme très réelle, très ouverte, très épanouie, et qui a en même temps cette démarche mystérieuse qui est la vôtre, qui fait que vous allez emmener le spectateur avec vous dans votre enquête absolument personnelle. » Tu es là? Le langage intérieur de quelqu'un peut donc être très filmique. C'est une femme du silence parce que même quand elle se tait, c'est un silence qui hurle. Chez elle, le silence est un cri. Henri Michaud a cette phrase, il dit « On crie pour taire en soi le cri ». C'est une sorte de monde éloquent, son silence. Un acteur existe très fortement, puis disparaît, et il faut le regard d'un jeune cinéaste conscient de tout ce que l'acteur a fait avant pour faire revenir cet acteur dans la lumière. Et ce que fait Ozon pour Charlotte Rampling dans Sous le sable, c'est ce qu'a fait Tarantino pour Travolta dans Pulp Fiction. Enfin, c'est ce qui arrive parfois dans l'histoire du cinéma, c'est qu'elle renaît vraiment au cinéma avec ce film-là. Véritablement, on sent par l'évolution de son personnage dramatique quelqu'un qui est arrivé au port, qui est parvenu à cette espèce de conciliation intérieure entre la nuit et à ne plus être dévoré par sa propre nuit, quoi.
j'ai découvert qu'il y avait un monde que je ne connaissais pas. Le grand monde des vrais sentiments, où l'on pouvait faire bouger certaines choses, très profondément, à l'intérieur des gens. Les gens peuvent se rejoindre. Ce n'est pas dans le monde réel, mais c'est une part du monde réel, parce qu'on l'adopte et qu'on part avec. Charlotte Rampling poursuit sa course dans la nuit étoilée. Elle suscite les désirs des plus grands réalisateurs, tout en assumant les traces du temps sur son corps d'actrice. Après 6 décennies de cinéma et 140 films, Charlotte Rampling in the film Hannah by Andrea. Elle remporte le prix d'interprétation à la Mostra de Venise pour son rôle dans Anna d'Andrea Pallaoro et reçoit à la Berlinale l'Ours d'or d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Par son jeu épuré, elle impose sa présence. Pain. Actrice de renommée mondiale, son visage peut disparaître sous un voile. Elle n'a plus besoin de son image. Goodbye, young human.